Du coup, je me présente, je m'appelle Grégoire Pinault, je travaille chez Jollycode depuis 1 an maintenant. Du coup, on va parler de Symfony 4, de Flex, d'injection de dépendance, toutes ces nouveautés-là. Je suis core contributeur sur Symfony depuis 2 ans à peu près, sur le composant Workflow. Et après, ça faisait longtemps que je contribuais à Symfony, donc voilà. Du coup, déjà juste une petite question. Qui fait du Symfony au jour le jour? Ouais, ou qui en a. Voilà. Ok. Quasiment tout le monde, c'est cool. Donc en Symfony 3.4 est arrivé vraiment plein de nouveautés en fait autour du conteneur d'injection de dépendance. C'est beaucoup plus simple à utiliser. Et du coup, on va voir ça un petit peu ensemble. Déjà, est-ce que moi je gêne en étant là, placé là? Vous voyez tous C'est une nouvelle génération maintenant, tu peux être où tu veux. Ouais, ouais, non, mais là, je sais pas si tout le monde voit le bas. Donc, en gros, dans Symfony 3.3, l'auto-wiring a été repensé. C'était arrivé de mémoire en Symfony 2.7 ou 2.8. Et moi, j'aimais pas la première implémentation, elle était un peu bancale. Et ça a été complètement repensé en fait à partir de Symfony 3.3. Et maintenant, j'aime beaucoup. C'est beaucoup plus solide. Donc en gros, avant, ce qu'on faisait, c'est que dans son fichier service.yrml, on déclarait ses services en mettant le nom d'un service. Ce qui était recommandé à l'époque, c'était de tout mettre en minuscules, séparé avec des points, séparé avec des underscores, etc. Et du coup, on donnait le nom d'un service, ensuite on lui donnait sa classe, et enfin on lui donnait ses paramètres. Maintenant, la logique, elle est complètement différente. Le nom du service, ça va être le nom de sa classe. Et ce qui va simplifier en fait tout le code. Parce que derrière, quand vous êtes dans un contrôleur, par exemple, vous voyez le nom d'une classe, voilà, au lieu d'aller voir un ID, après il faut se souvenir de quelle classe c'est, en fait c'est juste beaucoup plus naturel au final. Et du coup, là, par exemple, avant, on avait le nom de la classe. Du coup, ici, si on ne déclare pas de clé classe, Symfony fait OK, du coup, j'utilise l'ID en tant que nom de classe. Et avant, il fallait mettre tous les paramètres, les lister. Maintenant, on met AutoWire .true. Et en fait, Symfony va faire OK, bon, tu veux qu'on je t'injecte le logger, je t'injecte le logger. Enfin, on te demande le logger. L'idée, globalement, autour de tout ça, c'est de passer son temps à faire quasiment que du PHP. Avant, il fallait faire du PHP et de la configuration. Du coup, on était obligé d'ouvrir différents fichiers en même temps. Et du coup, on ne se concentrait pas vraiment sur son business, en fait. On se concentrait sur son business plus Symfony, plus de la configuration de Symfony. Là, l'idée, c'est vraiment, on écrit le code, vraiment que du code, et après, Symfony fait tout le reste, mais tout seul. Du coup, avant, quand on récupère un service, on mettait le nom du service, et maintenant, on met le nom de la classe. Au final, le nom de la classe, c'est le nom du service. L'autoconfigure, c'est une nouvelle fonctionnalité aussi qui va permettre, en fait, de automatiquement configurer des services. Donc par exemple, si j'ai une classe qui va implémenter Event Subscriber Interface, qui permet du coup d'écouter des événements et de réagir à des événements, avant on était obligé par exemple de taguer cette classe-là. Quand on mettait un tag, c'était juste de mettre une étiquette en fait sur le service, et après en général il y avait une compiler pass qui disait donne-moi en fait tous les services qui sont tagués kernel.eventSubscriber, et qui prenait tout ça et qui l'injectait dans l'event dispatcher. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. On fait autoconfigure true et automatiquement, Symfony va faire tiens, c'est un listener. OK, je l'injecte dans l'event dispatcher. C'est une extension Twig. OK, je le mets dans l'extension Twig. Enfin, je le mets dans Twig, etc. Comme ça pour tous les services. Par défaut, maintenant, dans Symfony, les services sont tous privés. Donc j'ai mis 2 petites notes, sauf quelques exceptions. Il y a toujours des services qui vont être publics. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les services privés, ils vont être automatiquement, s'ils ne sont pas utilisés, ils vont être automatiquement supprimés de Symfony, du conteneur, dumpé. C'est-à-dire que si vous déclarez un service qui n'est utilisé par aucun autre service, il n'y a aucun intérêt de le garder dans un conteneur dumpé. Ça, en vrai, c'est vrai depuis toujours dans Symfony. Voilà. Et du coup, en fait, là, il faut quand même faire plein de choses. Il faut quand même déclarer à chaque fois AutoWire true, autoconfigure true, public false. En fait, dans tous les cas, maintenant, c'est toujours facultatif. D'accord? Si vous préférez rester comme avant, c'est tout à fait possible de continuer de développer ces applications comme avant. Donc tout est opt-in. Et si vous voulez bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités, il faut, dans le fichier services.yrml, par exemple, vous mettez underscore defaults avec les différentes valeurs que vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces valeurs-là ne sont appliquées que pour le fichier YML courant. Si vous faites ça en XML, c'est pareil, ce sera que pour le fichier XML courant.
Donc si là-dedans vous réimportez d'autres fichiers, ça ne marchera pas. Enfin, je veux dire, ça marchera, mais les défauts seront que pour ce fichier-là. Ok, maintenant la question, c'est que où on en est là, c'est qu'il faut quand même du coup déclarer tous les services un par un. C'est embêtant. Enfin, ça peut être enquiquinant. Encore une fois, on a dit, le but c'est vraiment de faire que du PHP et plus de faire de configuration, etc. Donc il y a, moi ce que j'appelle auto-discovery, je l'appelle comme ça, mais ce n'est pas forcément décrit comme ça dans la doc, c'est la découverte des services. Donc ici, on va dire service, app, backslash. Donc en gros, toutes les classes PHP qui auront pour namespace backslash quelque chose et qui vont être dans les dossiers SRC et tout ce qu'il y a dans SRC, bah, automatiquement, ça va créer des services. Par défaut, ça ne sert à rien d'aller chercher dans des dossiers où on sait de base que ça ne sera pas des services. D'accord ? Si on va regarder dans Entity, Migration, Test, etc., tout ça, on sait que ça ne peut pas être des services, donc du coup, ça ne sert à rien d'aller scanner ces dossiers-là, ça ne sert à rien de perdre du temps. Et peut-être que vous avez des fichiers PHP qui, au final, ne seront jamais des services. Vous n'avez pas besoin de l'avoir en tant que service. Bah, comme je disais qu'en fait, un service, ils sont privés par défaut, et si personne l'utilise, il est mis à la poubelle, bah, du coup, en fait, il n'y a aucun problème, et ça marche. Donc en fait, même techniquement, on pourrait enlever le exclude ici, ça continuerait de marcher. C'est juste une optimisation. Il y a un petit cas spécial pour les contrôleurs, c'est que déjà, avant ce n'était pas recommandé, maintenant c'est recommandé de faire des contrôleurs as a service, c'est-à-dire que c'est une classe comme une autre, un service comme un autre. Mais par contre, il y a un tout petit bonus, on va dire, c'est qu'on peut faire injecter quelque chose dans une action, localement. C'est-à-dire qu'on peut faire public, tout en bas, la public function contact. Bah, par exemple, je peux dire, ah, je veux la request, je veux que tu m'injectes la request, je veux que tu m'injectes le blog post en question, l'article, etc. Tel paramètre qui était dans l'URL, bah, je peux dire aussi, injecte-moi un service. Je veux le mailer, on me donne le mailer. Et pour que ça marche, en fait, il faut juste, dans le service, rajouter un tag. Mais si on a mis l'autoconfigure, bah, vu qu'on implémente un contrôleur, enfin qu'on extend un contrôleur, ce qui n'est pas obligatoire de faire le extend du contrôleur, mais si on le fait, bah, du coup, Symfony fait « Ah, c'est un contrôleur, du coup, je tag automatiquement ça si on a l'autoconfigure. » Moi, personnellement, j'aime pas. Je préfère faire de la vraie injection de dépendance que de donner un service comme ça. Après, on fait comme on veut. Un autre truc qui était assez courant, c'était de dire « Ok, je vais récupérer tous les services qui sont tagués. Maintenant, il y a une nouvelle notation plutôt que de faire une compiler pass et de dire « Ok, donne-moi tous les services qui sont tagués, je les donne à ce service-là. » Bah, du coup, je fais argument, point d'exclamation tagged et twig.extension. Donc là, je vais récupérer tous les services qui sont tagués twig.extension. Si on a des paramètres, bah, déjà, forcément, un paramètre, ça peut être typé booléen string, mais il ne sait pas ce que ça veut dire mail from, le numéro de Google Tracker ou de je ne sais pas quoi. Ou project dir, par exemple. Bah, on va pouvoir faire ça en fait. Underscore defaults, bind, $ quelque chose. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un service qui va avoir une propriété pour son constructeur, qui va s'appeler project dir, bah, on va pouvoir donner ça comme valeur. Donc là, en l'occurrence, je donne un paramètre, mais ça aurait pu être un autre service. Enfin voilà, c'est juste dire, voilà, dans ce fichier-là, encore une fois, hein, les defaults, c'est dans ce fichier-là, tout ce qui s'appelle project dir, tu lui injectes ça. Au final, nous, moi, je bosse sur 2 projets à Joli Code. Les 2 projets, on les a montés de version en utilisant tout ça, auto-configure, auto-machin. Au final, ça permet en plus, avec les binds, de un peu normaliser le projet. Parce que du coup, on ne veut pas à chaque fois dire project dir, dir 2. Enfin, non, mais voilà, au moins, ça fait que tous les services, ils ont les mêmes noms quand c'est les mêmes arguments. Enfin, ça standardise énormément le projet, ça nettoie énormément le projet. Donc, si on met tout ça ensemble, au final, bah, on a des paramètres tout en haut, on a des services, une configuration par défaut, en disant qu'on fait de l'auto-wire, de l'auto-configure, que les services sont privés par défaut. Et on va dire, OK, tout ce qui commence par app, qui est dans SRC, tu me montres ça en tant que service. La ligne d'en bas, les 3 lignes d'en bas sont vraiment facultatives, c'est de dire, OK, les contrôleurs, je les tag en tant que contrôleur. Voilà, donc ça, en gros, ces 3 lignes-là, si on met l'auto-configure tout en haut, ça ne sert strictement à rien. C'est juste histoire de tout remettre ensemble. Juste une question. Oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc là, tu configures aussi tout ce qui est dans le contrôleur. Est-ce que tu ne dois pas les exclure avant? Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, ça se lit de haut en bas, et le dernier a la priorité, en fait. Okay. Donc là, si par exemple, tu as un service qui est super spécial, qui doit
qui doit avoir, je sais pas, des paramètres ou d'autres loggers ou un truc hyper spécifique, bah, en fait, quand tu vas le redéclarer plus bas, ça va écraser la définition qui était au-dessus. Donc là, en fait, tu n'as pas... C'est vrai que tu as limite raison, c'est qu'on pourrait faire ça juste histoire pour gagner peut-être un tout petit peu en perf, mais c'est seulement en dev. Faudrait regarder si ça change vraiment grand-chose. Mais oui, on pourrait. Mais sinon, il faut toujours garder en tête que quand on fait de la surcharge de service, on se met en bas et on est prioritaire. Ok, donc voilà en gros pour les grosses nouveautés de Symfony 3.3, 3.4 sur l'injection de dépendance. Et en fait, tout ce travail-là, c'est vraiment pour faciliter en fait l'onboarding, les nouvelles personnes qui arrivent sur Symfony, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Il y a presque pas en fait besoin de savoir ce que c'est que le conteneur. On écrit juste du PHP et en fait, c'est toujours, c'est toujours mieux de savoir que ça existe et de savoir comment ça marche, mais voilà, ça permettrait presque de ne pas comprendre ce qui se passe, ce qui est une mauvaise idée, mais au moins voilà, ça va vite, on peut aller vite pour développer. Donc Symfony Flex, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle façon de créer des applications. C'est un plugin composer et c'est un outil qui va vous aider en fait à installer des packages ou des bundles Symfony. Ça requiert PHP 7 et la structure Symfony 4. Donc on va voir ça ensemble. Donc oui, je disais, ça facilite l'ajout, suppression de dépendance et ça permet surtout d'avoir une configuration par défaut qui fonctionne immédiatement. Si on regarde comment... Si on regarde avant Symfony Flex, comment on faisait pour installer un bundle, quelque chose, bah en fait, il fallait faire un composer require le nom de votre package, il fallait lire le README, mais le README, ils allaient vous dire, ah, il faut activer le bundle, ensuite, il faut créer la configuration dans config.html, potentiellement importer le routing, etc. Et en plus, des fois, il faut faire des choix, on ne sait pas trop ce qu'il faut choisir comme valeur par défaut. Et bien avec Flex, en fait, on fait juste la première partie et boum, c'est bon, on a une configuration qui marche par défaut. Donc c'est beaucoup plus simple. Comment ça fonctionne derrière? Ben, en fait, ça utilise ce qu'on appelle des recipes qui va décrire en fait comment un paquet s'installe et se désinstalle. Je ne l'ai pas mis, mais ouais, s'installe, se désinstalle, se configure. Comme ça, on peut tester très facilement quelque chose et revenir en arrière après. C'est complètement transparent. Donc, il y a deux types de recettes. Il y a les recettes officielles qui sont validées par la core team. Donc, celle-là, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a un niveau de stabilité en fait, de la librairie, un niveau de qualité de la librairie, d'utilisation de la librairie qui est quand même assez élevé. Et après, il y a les récits contrib. Donc là, ça peut être tout et n'importe quoi. Du bon, du moins bon, mais en tout cas, ce n'est pas validé par la core team. Potentiellement, il y a des projets qui pourraient passer de récip contrib à récip officiel ou même redescendre, peu importe. Ce n'est pas encore arrivé. Donc, une recette flex, elle va faire quoi? Elle va décrire plusieurs choses. Elle va dire le ou les bundles à instancier, les fichiers de configuration à créer, les paramètres ajoutés dans le conteneur d'injection de dépendance, les entrées ajoutées dans le point getignore, dans le .env, etc. Toutes les tâches à lancer après l'installation et ça permet aussi d'afficher un petit message. En plus de tout ça, on a un système d'alias maintenant. C'est que par exemple, si vous ne savez pas trop quel moteur d'admin utiliser, bah vous faites composer require admin. Vraiment, juste ça. On fera une démo après. Et ça va automatiquement télécharger et installer Ravir Equilus Easy Admin Bundle. Ça a changé de namespace maintenant, j'ai oublié de mettre à jour la slide. C'est Easy Corp Easy Admin Bundle. Donc les alias, c'est possible seulement pour les recettes officielles. Et en plus des alias, on a aussi des systèmes de pack. C'est que par exemple, à un moment, on va vouloir tel bundle, puis en fait, il en faut 3 ou 4 différents. Donc par exemple, si je fais composer require ORM, c'est un pack qui va me ramener automatiquement doctrine ORM, doctrine bundle, doctrine migration bundle. Il va tout me ramener en même temps. Et tout me configurer. Ok, donc maintenant, on va parler un petit peu de la structure de Symfony 4. Donc, qu'est-ce que c'est déjà que Symfony 4? Symfony 4, c'est la même chose que Symfony 3.4, sauf qu'il n'y a plus la couche de compatibilité entre les deux. Là, on a une politique de release dans Symfony, c'est de dire, en gros, toutes les versions majeures, bah, du coup, il y a un cassage de compatibilité entre Symfony 3 et Symfony 4. En général, on fait toujours en sorte qu'il soit le plus petit possible. Il ne faut pas réécrire toute son application.
Là, les 2 applications qu'on a migrées, j'ai mis une journée complète pour migrer, respectivement, une application et l'autre application. Sachant qu'il y en a une, c'est Webus, c'est un site de bus, il y a quand même pas mal de code et ça a été assez vite. Et du coup, en fait, à chaque fois, on a par exemple la 3.0, 3.1, 3.2, 3.4. La 3.4 est toujours une LTS et ce sera pareil après. Il va y avoir 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. La 4.4 sera une LTS, etc., etc. Donc en fait, c'est super prédictif. On peut savoir exactement quand sortira Symfony 20, par exemple. Parce que c'est tous les 6 mois, donc c'est facile à compter. Et du coup, à chaque fois, en fait, quand on déprécie quelque chose dans Symfony, on ne casse pas la compat. On va dire, OK, avant, il fallait appeler la méthode 1, maintenant, il faut appeler la méthode 2. Donc, tant que vous appelez la méthode 1, vous allez avoir un petit message de log en vous disant, il faut arrêter d'appeler la méthode 1, il faut appeler la méthode 2. Et donc, entre Symfony 3.4 et Symfony 4, la différence, c'est juste qu'il n'y a plus les deprecation notice, il n'y a plus l'ancien chemin de code. Donc, quand vous mettez à jour vos applications Symfony, toujours faire étape par étape, regarder si on a des deprecations, si on en a, on les corrige, et après, c'est bon. Et en plus de ça, c'est les nouvelles structures de dossiers. Pas très digeste cette slide, mais en gros, tout ce qui était .php qui était dans app, ça bouge dans SRC. Donc en gros, le app kernel, il passe dans SRC, il s'appelle juste kernel. Tout ce qui était dans app, en fait, tout le dossier app, il va disparaître. Donc tout ce qui était dans app config parameters.yml, ça vient dans le .env, donc une nouvelle façon de faire des paramètres en fait d'environnement, histoire d'être plus compatible avec tout ce qui est Docker, Heroku, tous ces providers de machines là. Tout ce qui était dans app config, ça remonte, c'est au niveau config. Tout ce qui était asset translation, ça remonte, ça va à la racine asset translation. Tout ce qui était dans app resource views, ça va dans template. En fait, voilà, quasiment tout remonte en fait, et c'est vachement plus simple en fait. Tout ce qui était dans SRC, app, bundle, quelque chose, c'est juste dans SRC, vous mettez tout votre code dans SRC, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de bundle. Donc du coup, la question classique qu'on a beaucoup, enfin, je fais des formations aussi, combien il faut faire de bundle, etc. Moi, depuis toujours, j'ai dit qu'il faut en faire qu'un. Maintenant, la réponse est encore plus simple, c'est on n'en fait plus. Tout ce qui était dans web, ça passe dans public. Ça m'enquiquine un tout. Enfin, ça, c'est le seul réflexe que je n'ai pas encore réussi à bien intégrer. Tout le reste, c'est vraiment évident maintenant, je trouve. La config, elle est juste dans config. Les translations, elles sont juste dans translation. Les templates, elles sont juste dans template. Web public, j'ai encore un peu du mal. Mais pourquoi on a fait ça? C'est juste pour être plus raccord avec les autres frameworks qui existaient. Que ce soit du Java, du Python, du Ruby, quasiment tout le monde, par défaut, appelle ce dossier-là public. Donc, bon, on a essayé de standardiser ça. Le dossier app underscore étoile, enfin app.php, appdev, ça va dans public index.php. Donc là, encore une fois, là, de revenir à index, c'est quand même mieux. Parce que c'est vrai qu'au début de Symfony 2, j'ai fait app. Pourquoi app? C'est bizarre. Et le dernier petit truc, c'est que tous les fichiers YML, ça devient YAML. Ça, c'est juste pour respecter le standard, en fait. C'était une bêtise qu'on a fait depuis 8 ans, d'appeler le fichier YML alors que c'est YAML. Bon, grosso modo, ça ressemble à ça. Voilà, on voit que vraiment quasiment tout est à plat. Il n'y a plus une arborescence très compliquée. Et du coup, ça se lit, à mon sens, beaucoup mieux. Alors, si on va voir si ça marche Internet, on peut faire juste une petite démo. Alors, dans tous les cas, je l'ai fait tout à l'heure, j'ai un petit backup, s'il faut. Alors, c'est un peu petit. Je sais pas. Quelqu'un, c'est Pomme Plus. Ouais. Donc, tout à l'heure, j'ai installé PHP, Postgre. Alors, je suis déjà pas très à l'aise sur un Mac. Si en plus, tu mets une barrière au-dessus. Hop. Alors, du coup, c'est encore trop petit ou pas? Et en fait, ici, là, on a 2 skeletons, 2 projets de base. Un qui est vraiment un skeleton où vous êtes quasiment nu. Ça, c'est juste pour faire plaisir aux gens qui disent ah, je veux un Symfony hyper performant où il n'y a rien dedans, je veux sélectionner toutes mes dépendances une à une. Voilà. Et puis, en fait, au bout d'une semaine, on a dit bon, il faut quand même un truc mieux parce qu'à chaque fois, ah, mais il me faut ça, ah, je veux faire des formes, il me faut les formes. Ah, mais mon forme, il ne valide pas. Ah, oui, il me faut le validateur, je vais prendre le validateur. Parce que maintenant, en fait, on ne prend plus tout. On prend juste ce qu'on veut bien. Donc, Symfony Skeleton, vous êtes vraiment quasiment nu.
soit website skeleton. Donc website skeleton, ça revient quasiment au même que le Symfony d'avant, où vous aviez les formes, la validation, le serializer, doctrine, etc. etc. Moi, je vais prendre... Quasiment, c'est quoi qui manque du coup, juste en gros? Il manque le composant workflow. Par défaut, il n'y a pas le composant workflow. Ouais. Il manque le composant workflow. Enfin, je sais juste qu'il manque celui-là au moins, ça c'est sûr. Parce que la dernière fois, j'ai fait ah non, mais c'est pas juste. Mais non, mais je comprends pourquoi. Je sais plus, je sais plus. Mais clairement, il y a forme, validation, serializer, il y a doctrine, il y a. Enfin, ça c'est vraiment les trucs qui n'étaient. Tout ce qui est debug, tout ce qui est serveur web. Là, vous allez voir, il va me manquer plein de trucs. Donc, On se retrouve avec un silex. ouais, là, en gros, on se retrouve quasiment avec un silex, en fait. On a le HTTP kernel, le HTTP foundation pour tout ce qui est request, machin. Et on a le routing, et on a le composant d'injection de dépendance. Donc, la seule différence avec silex, c'est le composant d'injection de dépendance où d'un côté, on avait Pimple, et là, on a le composant complet. Là, si on regarde un peu ce qui vient de se passer, on n'a pas tant de choses que ça. Hein. On a Symfony Flex, console, parce qu'en fait, on va quand même avoir tous les outils. Routing YML, Framework Bundle pour faire la glue autour, HTTP Foundation, l'Event Dispatcher, qui était aussi dans Silex. Debug, HTTP kernel, Finder, File System. Bon, on a quelques trucs quand même. L'injection de dépendance, la config. Mais on n'a vraiment pas tout. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que... Hop, attendez. Tac. Je suis perdu. Add folder to project. Hop. Comment je remonte un cran là? Flèche du haut? Ah yes, merci. Attendez, je peux mettre Y. Ok. Ok. Donc là, en fait, on a un Symfony qui est très très vide. Hein. Bin console, histoire de pouvoir faire de la console. Donc quelques routes, enfin la config de service par défaut. Désolé pour la couleur. Ouais, déjà, on va passer sur un truc. Allez, hop. Hop. Donc là, le fichier de config qu'on a vu tout à l'heure, en fait, je peux faire ça. Hop. Toute la config, la config des packages par défaut. Donc maintenant, en fait, chaque package installe sa config. Donc on va retrouver la config des formes dans forme, la config de ça dans ça, etc. etc. En fait, ça, c'est juste un hack qui permet que quand on veut supprimer un paquet, c'est super simple. Hein, il suffit juste de supprimer le fichier qui correspond. Et on retrouve ce type plus rapidement. Donc dans SRC, par défaut, on n'a rien. Si, juste le kernel, quoi, mais on n'a rien. Donc du coup, vu qu'on est arrivé un peu tout nu, c'est dommage. Attendez, hop. Donc là, il nous dit... Pourquoi j'ai pas le bas? Hop. Voilà. J'arrive à changer la taille des fenêtres. Hein. Là, donc, il nous dit comment on fait pour lancer le serveur web. En fait, c'est nul. Donc déjà, on va faire bin. Alors. Hop. Donc, normalement, on va pas prendre... on prendrait la website. Bon, je suis parti là-dessus parce que je sais que tout est en cache, donc je vais pouvoir le télécharger. Mais du coup, on va vouloir un serveur web, on va vouloir un ORM, on va vouloir du debug, on va vouloir... c'est bien déjà. Quoique non, on va vouloir... Ok. Donc là, en fait, j'ai demandé un serveur web, comme ça je vais pouvoir faire bin console server start. ORM, je vais avoir un doctrine. Debug, parce que je veux des trucs cool pour débugger. Make, c'est le maker bundle. C'est un bundle qui va vous rajouter, un peu comme ce qu'il y avait avant, le bin console generate entities, bin console generate form. Maintenant, ça s'appelle make. Ça a été complètement réécrit. Et voilà. Et donc, ça va être vachement plus simple. Donc là, il m'a installé plein de trucs. Il me dit que je dois configurer ma base de données. C'est ce qu'on va faire. Donc moi, j'utilise
Postgre parce que c'est mieux. PGSQL. Joli code. On va l'appeler Skeleton. Je nettoierai plus tard. OK. Donc, classiquement, on va vérifier que ça marche. Bin console. Doctrine database create. Ah ouais. Parce que Symfony, en fait, il est configuré là avec plein de configs pour MySQL. Parce que MySQL, vu que c'est assez mauvais par défaut, il faut bien le configurer. Non, c'est facile. C'est filmé, c'est cool. Donc voilà, j'ai ma base de données. Donc là, on va faire un petit truc classique. Hein, bin cons... C'est à quelle heure on se dit qu'on finit, juste pour savoir. Ouais. Donc, bin console. Donc, par exemple, si je regarde les commandes que j'ai pour dans Make maintenant, du coup, je peux faire un système d'authentification, des commandes, des contrôleurs, du CRUD, des entities, des fixtures, des formes, etc. Bref, vraiment beaucoup de choses qui vont vous faciliter la vie. Donc là, j'ai fait ma première formation Symfony 4.1 la semaine dernière. Et du coup, on a utilisé énormément Make, et c'est vrai que ça accélère énormément le développement, c'était super agréable. Et là, vous allez voir, en moins de 10 minutes, on va avoir un truc cool, quoi. Donc, Make Entity, on va faire le truc classique de... Mince, c'est un 2 points. Vous voyez, au fait, je tape pas en entier à chaque fois les trucs, parce que Symfony, il est assez intelligent pour comprendre que c'est le seul... Enfin voilà, Make Anti, il sait que ça va être Make Entity, quoi. Ok, donc on va faire un book. On va juste lui donner un titre. Ok, type string, ok, 255. Ça peut être nul, non. Est-ce que j'ai une autre entité? Non. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, il faut que je mette à jour ma base de données. Donc je vais faire une migration. Ok, là, il m'a généré une migration. Donc on peut aller la voir. D'ailleurs, il nous dit qu'il faut aller la voir pour vérifier si ça marche bien. Bon, moi j'ai confiance. Voilà, on a create séquence, il fait le book, ok. Donc maintenant, il nous dit, en fait, c'est vrai que j'ai pas lu tous les messages, mais à chaque fois, il nous aide, il nous prend vraiment par la main, il nous dit, ah, maintenant, il faut lancer la migration. Ok, je vais lancer la migration. Hop, attention, ça peut changer la base de données. Oui, c'est le but. Donc, il nous a migré notre base de données. Ok, cool. Composer, require. Je veux un admin maintenant, histoire d'aller voir un petit peu, voir. On fait composer require admin. Est-ce que j'ai le temps de faire ça pendant ce temps-là? C'est bien. Hop. Donc voilà, composer require admin, ça a pris EasyCorp, EasyAdmin Bundle. Dans quelques secondes, ça devrait être bon. Donc, ah oui, j'ai oublié de préciser, tous les fichiers qui sont générés là, ils sont à vous. Il faut les modifier, il faut les éditer. Enfin, il faut. Là, par exemple, un problème qu'ont fait des personnes la semaine dernière en formation, c'est qu'il y a un moment, ça a généré un contrôleur, parce qu'on a demandé à générer un contrôleur. Son réflexe a été de créer une action sous l'action qui avait été générée. Non, ça te l'a généré pour toi, cette action. Donc, modifie-la, elle est à toi. D'accord? Donc, tout le code qui est généré là, il faut le commiter, et il est là pour être modifié, quoi. Donc, si on regarde l'entité qu'il m'a créée, c'est vrai que je ne l'ai même pas montré, mais c'est une entité très classique, on va dire, hein. Il y a des getters, des setters, etc. S'il y a des choses, si vous ne voulez pas de setters, vous enlevez les setters. D'accord? C'est vraiment votre code. Donc là, il nous a installé un admin. Ok, on va juste aller le configurer, mais vraiment très très rapidement, hein, l'admin. Config. Donc c'est EasyAdmin. Donc là, je vais juste dire, ok, j'active EasyAdmin et je vais dire que telle entité, elle est exposée en tant qu'admin. Donc nous, on a des books, c'est ça. Et du coup, ah oui, c'est vrai que j'ai toujours pas démarré ce serveur web depuis tout à l'heure. Ok. Ah. Ok. J'ai l'air tellement lent. Bon, ça, je peux fermer. Hop, donc là, il nous dit bonjour. Ok, merci, c'est cool. Maintenant, on va aller sur l'admin. Par défaut, c'est admin, hein, c'est configurable. Je vais pouvoir prendre un book. Et voilà, c'est bon, j'ai un book. D'accord? Donc, vous voyez, en très peu de temps, on a un Symfony, on a un admin, ça fonctionne. Bon,
Allez, je prends encore 5 minutes pour montrer 2 derniers trucs qui sont cool. Bin console, make entity. Ok, je veux des auteurs. Je veux un auteur, bah, il a un nom. Oui, tiens, name. Oui, c'est un type string, 255, ça peut être, voilà, ok. Une autre propriété? Bah ouais, un auteur, il a des books. Et donc là, il me dit, vous voyez, par défaut, en fait, c'est des strings, hein, mais il me dit de faire un point d'interrogation. Alors bah oui, books, c'est pas une string, hein, c'est quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que j'ai? Ah tiens, j'ai des relationships. Ah, mais je sais pas si une many-to-many, une one-to... Bon, ok, je vais faire relation, parce que je suis un peu paumé. Donc je vais faire relation. Et vers quoi ça doit être relié? Donc là, on était parti de author, donc c'est... Oh là. Ok. J'ai de l'autocomplétion, ok, cool. Hop. Ok, alors est-ce que c'est une many-to-one, une one-to-many? Il nous dit en gros, c'est... C'est pas encore cliquable, hein, mais voilà quoi. Donc chaque auteur peut avoir... donc c'est une many-to-one, hein. Each book. Ouais. J'avoue, je connais. Allez. Ouais, bon. C'est vrai. Non, je vais prendre one to many, ça va être plus simple. Disons que j'ai répété tout à l'heure avec ça. Donc, comment ça s'appelle de l'autre côté? Bah oui, un auteur. Est-ce que la propriété peut être nullable? Non, on va dire. Est-ce que ça va supprimer si je supprime? Voilà, on laisse la valeur par défaut. Et donc voilà, est-ce que j'ai une autre propriété à changer? Ah, moi, je voulais... Bah, trop tard, c'est pas grave. Non. Ok. Ce que je voulais juste montrer, mais bah, faites-moi confiance. Aussi, bah, regardez, je peux le montrer en fait. C'est que si jamais je refais make entity et que je remets book, en fait, il va nous dire ah attention, ça existe déjà, mais c'est pas grave. Donne-moi juste les trucs à ajouter en plus, d'accord? Donc c'est incrémental. En fait, je voulais le faire dans l'autre sens en fait. Bon. Ok, donc là, il nous a dit attention, il faut faire une migration. Donc ouais, ok, on va faire une migration. Alors attendez, parce que je sais que ça va pas marcher, puisque lui, on va rajouter une nouvelle colonne qui est non nulle, d'accord? Donc on va juste supprimer ça. Pour que... Ah, j'aurais dû la supprimer avant. Ok. Tic, hop, mec. Migration. Ok, maintenant on joue la migration. Pomme c'est pomme V. Oui. Ok, maintenant on retourne dans EasyAdmin, parce que du coup, bah, tant qu'à faire, on veut tout, hein. Donc book, on veut un petit auteur. Ah. On veut un petit auteur. Alors là, je vais me prendre une 404, parce que du coup, il ne va plus exister. Je retourne là. Oui, donc le menu, il se met à jour, c'est cool. On va commencer par créer un auteur. Voilà, ce truc de formation, c'est bien ça. Hop, on va créer un petit book. Ah, le problème c'est qu'auteur, je ne peux pas le convertir to string par défaut. D'accord? Parce que lui, il essaye juste de créer du coup un select avec tous les auteurs. Et ben, pour faire ça, du coup, on va aller dans auteur, et une petite méthode to string. Moi, personnellement, je n'aime pas du tout faire ça. Je préfère dire explicitement dans la config, mais là, du coup, il va falloir être plus explicite. Là, on gagne beaucoup de temps à faire ça. Dans la config, on peut lui dire, bah, en fait, utilise telle propriété quand tu veux construire ton select. Hop, to string. Ah, là, c'est toujours la partie compliquée. Return this name. OK. On y retourne. OK. Et donc là, je peux créer mon nouveau livre. Boum, ça y est. Allez, la dernière démo qui va vraiment durer 2 minutes, c'est que maintenant, je veux une API. Composer, require, API. Enfin, un moteur d'API. D'accord? Donc là, j'ai un admin, hein, ça marche, ça fonctionne bien, vous avez vu. C'est vachement customisable. La doc, elle est sur le site de symfony.com.
Donc là, je veux une API, je lui dis, en gros, ça va utiliser un moteur qui s'appelle API Platform, qui est vraiment top. C'est pas parfait, mais de toute façon, il n'y a quasiment jamais rien de parfait, mais c'est vraiment très très bien. Et là, en 2 minutes, on va avoir une petite API. En fait, la partie la plus longue, c'est la partie composer. Parce que maintenant que j'ai fait ça, hop, donc maintenant que j'ai fait ça, bon, il nous dit qu'il faut faire des trucs. Hein. Si on veut faire du GraphQL, il suffit juste de faire notre composer require et pouf, on fait du GraphQL. Moi, perso, je ne suis pas hyper fan de GraphQL. Donc, on va aller sur book. Et là, en fait, on a une annotation à rajouter. Arrobase API ressources. Allez. Non. Ah, mince. Attendez. Ouais, mais voilà, je n'ai pas bien configuré. API ressources. Ah, mais pourquoi il n'y a rien? Ah, si, je pense savoir. Voilà, là, il comprend quel fichier. Non, bon, bah, copier-coller. Hein. J'ai l'impression d'être mes étudiants en formation. Ah, non. Ouais. Ok, donc... Oh non, je l'ai fermé. Ouais. Allez, CTRL S. Ok. Et donc normalement maintenant, si je fais un petit... ouais, si, attendez, je peux faire ça. Reviens Chrome. Maintenant, si je vais sur /API... Hop, parce que je suis en HTML, du coup, il me sort la doc de l'API en HTML en me disant que j'ai 5 ressources en get pour avoir tout le monde, etc., pour tout supprimer avec le schéma, enfin, tout ce qui va bien. Donc, si je fais un petit curl, 127.001 2.8001/API, on veut ça en joli, JSON pp. Hop. Pourquoi j'ai aucun book? Il faudrait que j'aille sur Slackbook, merci. C'est l'effet démo. Hein. Et voilà. Quoi qu'il y a un truc bizarre là. J'ai des propriétés en plus. Ça, c'est Doctrine qui les rajoute. Je ne suis pas censé les avoir. C'est bizarre. Tout à l'heure, je ne l'avais pas avec ma démo. Normalement, j'ai pas à faire ça. Bon, il y a un truc bizarre. Faudrait... Non. Alors, dans tous les cas, il y a un truc qu'on peut dire, c'est qu'on est censé, quand on... Ah, non. Sur le... Sur le... Bah là, je l'ai mis. Ah, sur l'autre. Sur l'auteur, ok. Non, non, je pense pas, mais on va vérifier. Hop. Parce qu'il me semble que tout à l'heure, j'ai pas eu le problème. Dans tous les cas, c'est fortement recommandé d'utiliser les groupes de sérialisation. Comme ça, on sélectionne exactement ce qu'on veut. Ah oui, autant pour moi. J'ai un book. Pardon, attendez. Là, je demande des books. Quel auteur c'est? Bah, tel auteur, en fait, va falloir aller le chercher ici, etc. Enfin bref, là, du coup, on parle plus du serialiseur de Symfony, d'API Platform, etc. Mais bon, voilà. En gros, avec Symfony 4, c'est quand même vachement plus simple. Vous avez juste quelques petits composer require à faire, et après, vous faites vraiment votre code. Et en plus, on a des nouveaux composants, on va dire, qui permettent d'avoir une API très rapidement. Alors, ces composants-là marchent aussi hein, sur des Symfony plus anciens. Et The Admin, je ne sais pas, ça doit faire plus d'1 an, 2 ans, je ne me souviens plus que c'est sorti, ça fait un petit bout de temps. Donc voilà. Bah, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. API Platform, tu as déjà utilisé leur stack ou pas du tout? Ah ouais. Nous, on a un site qui est en prod qui s'appelle redirection.io. Ça sert en fait à gérer tes redirections web.
Parce que le problème, c'est que pour faire une redirection, tu vas devoir changer la conf dans Nginx ou dans Apache, ou alors tu as un système en PHP qui te permet. Mais bref, pour les utilisateurs finaux, c'est pas facile. Et donc en fait, grâce à redirection.io, il y a tout qui est simplifié. Et en fait, alors est-ce que c'est le nouveau design qu'en prod? Ouais, c'est bon. Voilà. C'est passé en prod tout à l'heure. Et tout ça, toute l'API qui est derrière, tout ça, c'est du API Platform. Et C'est ça. parti depuis un Symfony nu et tu lui rajoutes API. Non, à Alors, l'époque, c'est parti de- quand je suis arrivé chez Joli Code il y a 1 an, c'était du Symfony 3.0 ou 3.1. Et c'était une API qui était écrite à la main. Et je n'étais pas hyper fan, et du coup j'ai mis API Platform en Symfony 3.1, et puis on est passé en 3.2, en 3.3, en 3.4, et en 4.1 d'un coup. On n'est pas passé par 4.0. Le changement, ça a été. Et ouais. Après, on a une couverture de tests. Donc voilà, ça aide énormément quand tu fais des migrations. Tu balances tous tes tests, puis tu regardes où ça coince. Mais globalement, l'API, elle est triviale, quoi. Avant, il y avait du code pour gérer l'API, en fait. Maintenant, il n'y a quasiment plus de code. Il y a quand même du code parce que tu as des petits trucs, j'en sais rien. Quand tu fais reset mon mot de passe, faut bien que ça envoie un mail. Tu vois. Enfin, voilà, tu as toujours un peu de métier qui fait que sur ce point de l'API-là, tu as une action en plus que d'éditer la base de données. On a certains trucs qui sont en presque CQRSES dans la base de données. Donc là, c'est pareil, l'API ne fait pas juste du CRUD à aller. Mais c'est vraiment très flexible. Et voilà, n'hésitez pas à regarder redirection.io au passage. Mais ouais, non, du coup, ça s'installe. Ah si, avant, je travaillais chez Blackfire, chez Sensio Labs. Du coup, c'était il y a plus d'1 an, mais j'avais dû mettre API Platform il y a 2 ans. Sur ce projet-là aussi. Donc, ça se met soit sur des nouveaux projets, soit sur des anciens. Tu fais comme tu veux. Toute une stack avec le cache, avec tout ce qu'il a avec. Ouais, nous, on n'utilise pas toutes les features, mais tu as des systèmes de cache dans API Platform qui sont pas mal avec des clés de header, en fait, où tu vas dire, par exemple, ma page liste de book, elle va être impactée si je change un auteur. Et du coup, quand tu vas changer tel auteur, ça va virer du cache telle page. Enfin, tu peux avoir des trucs comme ça. Il y a une conf de Jérémy Derusset au Symfony Live l'année dernière, je crois, qui parle pas du tout d'API Platform, mais qui parle de comment invalider du cache avec des clés différentes. Enfin, en gros, j'invalide un truc et je veux que ça m'en invalide 15 en cascade derrière, mais tout ça un peu de manière automatique, où j'ai pas à réfléchir à chaque fois. Voilà, juste, je mets les dépendances une bonne fois, qui est super bien. Et du coup, c'est cette technique qui est utilisée dans API Platform. Et puis, tu as aussi intégration directe avec Swagger, c'est pas mal du tout ça. Ouais. En fait, ouais, ça a du Swagger, et c'est même l'API, elle sort en Hydra, en JSON LD plus Hydra, qui sont des standards poussés par Google. Mais en plus de ça, je ne sais plus ce qu'il accepte, mais dans API Platform, du coup, ça gère le XML, du CSV, du YML. Au final, je trouvais que c'était débile, par exemple, le CSV, mais en fait, c'est bien pratique. Nous, on a un truc d'export. Avant, on avait du code pour faire de l'export. Maintenant, on n'a plus de code. Hop, c'est juste l'API, en fait. Elle fait, ah, OK, tu me le donnes en CSV, puis on le reçoit en CSV. Pas mal. Et, Du coup, ton composant workflow, j'ai jamais utilisé. ouais. Moi, Correct. moi, je ne l'ai jamais utilisé non plus. T'es sûr de développer dessus Ouais. Non, c'est pareil. J'ai une pull request dans Weebus qui a un gros chantier et je l'ai utilisé pour la première fois dedans. Non, mais ça va, il y a pas mal de tests. Donc je sais très très bien comment il marche. Le composant workflow, pour faire simple, en 2 mots, c'est juste quelque chose c'est une machine à état en fait, qui va te permettre de valider en fait différentes étapes que tu peux pas passer d'un statut par exemple brouillon à un statut en prod. Tu vas forcément devoir passer par un statut genre je demande une relecture, ok ça a été relu, etc. C'est juste c'est une machine à état, et en fait, si vous êtes calé en machine à état et compagnie, c'est une implémentation du WorkflowNet, qui est genre un réseau de Petri. Donc en fait, ça fait plus que juste une machine à état, ça fait des réseaux de Petri qui sont plus complexes, mais si on veut rester simple, une machine à état. On choisit en fait au démarrage si on est en mode machine à état ou en mode réseau de Petri. Voilà, juste en 2 secondes après, Non, on a un gros outil CRM qui fait masse utilisage de workflow. d'accord. C'est vrai qu'on se pose la question en ce moment de sa réécriture. Alors, du coup. Ouais.
Bah, après, c'est juste un peu de config, en fait, où tu vas dire, voilà, j'ai tel état, j'ai telle transition, je peux passer de là à là, je donne des noms. Et puis après, bah, dans le code, tu fais juste if, can, quelque chose, bah, this, apply, quelque chose, et voilà. C'est simple. Il n'y a pas énormément de code, hein, il y a 2000 lignes de code, je crois, à tout casser dedans, sans les tests. Donc, c'est assez simple. Ouais. Le léger pessimiste vis-à-vis de GraphQL, c'est personnel ou c'est plutôt le framework? Moi, en fait, ce que j'aime pas dans GraphQL, c'est que ça ne respecte pas du tout HTTP, le protocole HTTP. C'est compliqué à cacher, il faut mettre plein de trucs compliqués, ça complique plein de choses. Ok, ça apporte, ça résout certains problèmes, mais ça en amène plein d'autres. En général, je ne suis pas fan des technos qui arrivent comme ça. Mais des fois, enfin, des fois, 2 ans après, je me dis, en fait, c'est bien. Mais souvent, les intuitions que j'ai eues comme ça, par exemple, c'était pour tout ce qui est NoSQL. Enfin, je pense à MongoDB, j'ai jamais voulu aller sur du MongoDB. Et là, je ressens aucune gêne à dire que j'ai jamais fait de MongoDB. Parce que enfin, voilà, je fais du Postgre depuis longtemps, puis pas de problème. Et du coup, GraphQL, ça amène pas mal de problèmes. Et ça résout des trucs que je n'ai pas comme problème. Là, l'API, par exemple, autant sur redirection.io, bah, oui, la première page, là, par exemple, ouais, effectivement, sur celle-là, on pourrait ramener plein de trucs d'un coup. Là, c'est vrai qu'on doit faire peut-être 3-4 requêtes HTTP. On aurait pu en faire qu'une. Bon, et encore, je ne suis même pas sûr qu'on en fasse 3-4 de mémoire, on en fait peut-être 2, voire peut-être même une. Mais parce qu'on sait exactement ce qu'on veut. C'est une API qui est fermée, donc le endpoint, Greg, là, sur l'organisation, il va me ramener toutes mes organisations, tous les projets qui sont dedans. Enfin, on sait exactement ce qu'on veut, donc voilà. Mais en plus, en HTTP2, on peut faire des trucs super cool où on peut dire, OK, tu vas aller me préfetcher toutes ces données-là en même temps. Donc, c'est-à-dire que par rapport à GraphQL, ça empiète le pas sur GraphQL. Et du coup, je sais pas, moi, je suis pas hyper fan. Je suis pas contre non plus, hein, mais voilà. Je suis un petit peu frileux de me dire, la gestion du cache, elle va être vachement plus compliquée, la gestion de la sécurité, elle va être vachement plus compliquée. Parce qu'on peut dire, OK, tu me prends tous les auteurs. Les auteurs, je prends tous leurs livres. Leurs livres, je prends toutes les catégories. OK, j'ai téléchargé la base de données en une requête SQL, quoi. Et du coup, en une requête HTTP, pardon. Donc voilà, pour le moment, je ne suis pas très convaincu. Ouais. L'utilisation de AutoWire, ça n'a pas des impacts En fait, dans tous les cas, si on parle de production, quand ton appli Symfony elle est en production, c'est totalement transparent. Il n'y a pas une ligne de code différente. Parce qu'en fait, ce que fait Symfony, c'est qu'il prend tout ton app, et il la scanne, il regarde qui est dépendant de qui, etc. Pouf, et il dump un conteneur qui est compilé, en fait. Donc, en prod, tu peux supprimer tes fichiers .rkml où tu dis que tu fais de l'auto-wiring et tout, ça continue de marcher. Parce que tout est compilé. Donc en prod, ça change strictement rien. En dev, ça change un peu. Parce qu'en dev, il est obligé d'aller lire sur le file system. Donc si tu fais du Docker for Mac, et que tu ne connais pas Docker, enfin que tu ne connais pas Docker sur Mac, eh c'est nul, ça ne marche pas. Du coup, là, joli code, nous, il y a pas mal de gens qui sont sur Docker for Mac, enfin Docker sur un Mac. On utilise un truc qui s'appelle Dingy. C'est comme Docker for Mac, mais moi, je ne savais pas, en fait. J'ai eu ce Mac-là vendredi dernier. Et du coup, j'ai installé Docker for Mac et je vais sur une application. Moi, je suis sous Linux de base, mais les apps, elles mettent, je sais pas, moins de 5 millisecondes à avoir une page. Et là, j'étais à 8 secondes. Je fais, non, je veux pas. Comment on fait? Installe Dingy. Et j'ai installé Dingy et j'étais à 150 millisecondes. Ou d'habitude, j'étais à 100, donc ça va, quoi. Avec Dingy, ça va vraiment vite. Et voilà. Pas eu de problème, en tout cas, avec l'auto-wiring. En fait, ce qu'il fait, l'auto-wiring, c'est un peu bête et méchant. Hein. C'est qu'il prend un fichier, hop, il prend la classe qui est dedans, il crée un service. Et du coup, après, pour la résolution des dépendances de qui a besoin de qui, c'est juste, OK, je prends le nom de la classe que tu demandes et je regarde s'il y a un service qui est associé. Il y en a un, il n'y en a pas. Donc, je veux dire, il n'y a pas... C'est pour ça que j'aime beaucoup cette nouvelle version par rapport à l'ancienne version. L'ancienne version était plus bizarre. Et cette nouvelle version, elle est vraiment bête et méchante. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de code et ça va vite, quoi. Moi, au début, j'étais contre l'auto-wiring, vraiment. Si vous regardez un petit peu tout ce qui est passé sur GitHub, moi, j'étais vraiment très frileux, justement, pour les performances. Et en fait, à l'utilisation, il n'y en a pas de problème, quoi. Donc, c'est tout bon? Bon, merci encore une fois.
J'en profite vu que je suis à côté.